Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Il est 10h00 à Pété Bandioun, cette commune rurale créée en 1959, mutée en commune de Pété Bandioun. C'était en 2007, mesdames et messieurs. Nous vous saluons de ce côté quand nous savons qu'il y a quelques jours seulement, on accompagnait comme ça sa dernière demeure, le patriarche Photo Victor. Chers téléspectateurs, salut. Nous sommes là pour le débat, c'est Info Télévision, votre chaîne de télé de proximité pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi avec l'actualité que nous allons tous ensemble commenter sur ce plateau, mais avec vous là-bas à la maison, partout où vous nous regardez en Afrique et à travers le monde entier. Avec moi sur ce plateau, j'ai mes panélistes habituels et nous allons parler tout naturellement de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, avec son directeur général qui a désormais initié la suspension des agents qui sont du côté de l'hôpital de la Caisse justement pour avoir traîné le corps d'une dame qui est décédée de ce côté. Les accusés sont donc désormais appelés à faire valoir leurs droits à la maison. Chers téléspectateurs, à côté de ce sujet, nous allons revenir pour parler de l'Afrique et surtout de l'Union africaine avec le Soudan qui a désormais été suspendu pour des arriérés. On parle pratiquement de 9 mois d'impayés ou alors de non-contribution financière de ce pays. Et voilà pourquoi l'Union africaine a décidé de mettre le Soudan du Sud avec précision de côté concernant cette union. Chers téléspectateurs, voilà en tout cas le squelette de votre émission de ce matin. Avec moi dans ce studio, je suis avec Valère Bertrand-Bessala, Willy Kak, le patriarche Bilois ici et Ambroise Médard Manga. Valère Bertrand, bonjour. Bonjour M. Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs, toujours ravi d'être parmi vous. Alors on va commencer par là parce que du côté de Pété Bandioun justement, on en a parlé de Photo Victor, nous sommes dans la région de l'Ouest, il a été inhumé le week-end passé, mais ce qui nous fait revenir sur son départ, c'est justement ce fait qu'il a dit, il a recommandé que quand il sera inhumé, qu'on mette son téléphone portable dans le cercueil. Bon, mais lui n'a que demandé de mettre le téléphone portable. Il y en a qui se font enterrer avec des voitures. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Bon, j'espère qu'on n'a juste pas oublié de mettre aussi le chargeur et peut-être un groupe électrogène à côté de l'affaire pour que, au moins, quand la batterie qui est dans le téléphone sera épuisée, qu'il puisse au moins recharger. Bon, c'est une façon de parler pour dire qu'en fait, je crois que cela relève davantage du symbole. Un patriarche, le patriarche, je crois, voulait simplement envoyer un message à ses enfants pour dire qu'il les suit de très près, même dans l'au-delà, s'agissant de son héritage, s'agissant de son nom qu'il a gravé en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun et même dans l'histoire de l'Afrique et même du monde, on peut le dire. Parce que vous savez ce qui est arrivé comme ça aux autres enfants des richissimes hommes d'affaires qui s'en sont allés. On peut citer les Sopo Priso, les Soeng, les Kadji et tout ce monde-là, des guerres en n'en plus finir, et qui finalement même sont arrivés à bloquer complètement l'héritage, à asphyxier même des entreprises et même à les fermer. Donc je crois que c'est une dissuasion qu'il a bien voulu présenter à ses enfants en leur disant peut-être que j'appellerai chacun, celui qui dérangera de l'au-delà, je l'appellerai dans son téléphone. Il va me suivre. Je crois aussi que l'autre leçon, et qui me paraît un peu plus sérieuse et principale, est justement celle que tout le monde connaît déjà. Laquelle? C'est-à-dire que on meurt avec ses relations. On meurt toujours avec ses relations. C'est-à-dire que les relations de votre père, ne croyez pas que vous en ferez ce que vous voudrez une fois qu'il sera parti. Votre père a été ministre, c'est pas vous qui étiez ministre. Donc les gens vous aideront parce que votre père est vivant et qu'il a certaines relations avec eux. Mais une fois qu'il est parti, le vide se dessine
Et il n'y aura peut-être, je dis bien peut-être, que les plus loyaux qui resteront quand même accrochés encore à votre sort ou soucieux de ce que vous devenez. Donc, je crois que la grande leçon était celle-là. On meurt, on vit avec ces relations, on vit de ces relations et on part avec ces relations dans la tombe. C'est comme cela que ça marche. Et une autre leçon donc pour ces enfants, c'est que faites votre part d'héritage à vous. Travaillez pour vous-même. Construisez-vous vos propres relations pour au moins atteindre ou à défaut dépasser ce que j'ai pu réaliser dans la vie. Je crois que c'est ça la grande leçon et que nous devons transmettre aussi à nos enfants. Parce que je rentre maintenant dans la société globale et pour sortir par là, beaucoup de gens se trompent souvent sur l'éducation des enfants. Ils se disent peut-être que on élève les enfants parce que demain ils vont hériter de l'immeuble, ils vont hériter du terrain, ils vont hériter de la voiture. Oh que non, le seul héritage que l'on laisse à ses enfants, c'est l'école. Parce qu'en fait, l'école est une obligation comme parent a d'envoyer ses enfants. Donc le parent a l'obligation de soumettre ses enfants à l'instruction parce que c'est le seul héritage. C'est l'école qui peut faire de vous tout ce que vous pouvez devenir dans la vie. Quand je dis école, il n'y a pas seulement que l'école d'aller toquer à un établissement scolaire, à l'université. L'école même, c'est l'école de la vie, c'est-à-dire l'éducation d'abord à la maison. Parce que M. Fotso Victor ne serait jamais devenu ce qu'il a été. Il n'a pas fait de grandes écoles s'il n'avait pas été à la vraie école, c'est-à-dire à l'école de ses parents, c'est-à-dire l'école de la discipline, l'école de l'essentiel, l'école du devenir de l'homme. C'est ça aussi, c'est ce qu'un parent laisse comme héritage. Donc je pense que c'est une grande leçon pour nous qui restons, pour que nous comprenions qu'il faut dire aux enfants, le plus important, c'est ce que nous vous transmettons, et non pas ce que nous allons laisser. Et moi je finis parce que j'ai toujours mon père qui me le disait, et ça me choquait quand moi j'étais tout petit, je finis par là, il me disait toujours, vous regardez mes voitures, mes terrains, mes ceci, cela, sachez que je peux même mourir demain, je laisse tout ce que j'ai travaillé là à un orphelinat. Et c'est maintenant et c'est plus tard que j'ai compris cela. Parce qu'en fait, j'ai compris que la plus grande valeur, c'était ce que je mettais dans mon cerveau. Si quelqu'un vous fait du mal, ça ne sert à rien, il peut briser votre maison, vous la reconstruisez en 1 an, en 2 ans. Mais il veut vraiment vous faire du mal, il faut qu'il sépare votre tête du reste du corps. Alors, Ulikak, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour à Alain Bertrand et aux autres panélistes. La question qui reste posée, c'est avec toute la richesse que Victor Fotso avait, le téléphone. Oui, écoutez, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se cacher dans l'acte posé dans la dernière volonté du patriarche Fotso. Parce que j'ai raconté une anecdote aux collègues hier d'une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais encore à Yaoundé, tout jeune. Un monsieur qui était décédé avait intimé l'autre qu'on l'enterre avec son effigie qui était au salon. Et alors, il avait des enfants, mais c'est le plus récalcitrant qui s'est interrogé sur le pourquoi de cette volonté. Il a voulu faire des suggestions à ses frères ont dit non, toi tu peux rien nous dire et tout. Et alors un jour, il s'est arrangé à décrocher l'effigie, le portrait en question. Quand il a ouvert, il a constaté qu'il y avait plein de liasses d'argent. Alors, il a levé les liasses, il a remis le portrait à sa place, il a gardé les liasses. Alors, on a enterré son père selon la volonté et malheureusement pour la famille, le père les avait laissés dans d'énormes problèmes, difficultés financières. Et pendant un conseil de famille, tout le monde parle et tout. Et le récalcitrant, justement, vient avec un sac et le jette devant tout le monde. Ah, toi, tu as encore fait quoi là? Il ouvre le sac est plein d'argent. On dit, mais l'argent là sort d'où? Il dit que cet argent, c'était dans l'effigie de papa. Et du coup, il est devenu le chef de famille. Et dit, ce que je veux simplement dire, c'est que le téléphone aujourd'hui, le symbole du téléphone, c'est quoi? C'est la communication. Monsieur Fotso veut envoyer aussi un message à ses enfants et dire qu'il est mort malheureux. C'est-à-dire qu'il coupe toute communication avec eux. Ah. Oui. C'est-à-dire que pour converser, donc le contraire de ce que disait Valère Bertrand. Non, Valère, ça c'est sa façon de voir les choses. Oui. Mais moi je dis, c'est-à-dire que le téléphone symbolise quoi? La communication. Monsieur Efangon aussi, je suis loin de vous. Pour être en communication avec vous, je me sers de facilement, quoi? c'est le téléphone. Je me sers du téléphone. Et lorsque je coupe mon téléphone, il arrête de fonctionner. Ça veut dire je coupe toute communication
avec autrui. Et de partir avec son téléphone, M. Fotso Victor veut leur envoyer un message. Il dit, je coupe toute communication avec vous. Ça veut dire qu'il n'a confiance en aucun de ses enfants. Il n'a plus passé, il ne veut plus avoir de contact avec qui que ce soit. Et c'est une façon aussi, comme me disait Valère, là, à ce niveau, je le rejoins. J'ai fait et écrit mon histoire. Écrivez la vôtre. Ambroise Médard Manga, bonjour. Bonjour Ifangone et bonjour aux téléspectateurs. Alors, le problème se pose, on dit problème, d'ailleurs c'est sa volonté, mais nous on a compris que c'était un problème et d'ailleurs les explications et les analyses de Valère et de Willy nous font avoir raison pour penser qu'il y a certainement anguille sous roche derrière cette volonté dernière de Fotso Victor de partir avec son téléphone portable. Quand j'ai été au courant de cette actualité, j'ai abordé ma casquette de patriarche. Et c'est à ce titre que je parle de ce sujet sur ce plateau. Vous savez que le téléphone du patriarche Fotso Victor était un vrai héritage. C'était une fortune. Cette fortune avait en elle toute la vie du patriarche. Valère a essayé de dire que pour ne pas laisser les enfants se servir des contacts et autres, c'est vrai. Parce que ce téléphone était l'objet de la division dans cette famille. À qui reviendrait ce téléphone? Par rapport au contact. À qui reviendrait ce téléphone? Le patriarche Fotso Victor, un homme sage, a donc réfléchi. Peut-être que celui qui a été sage de venir avec, on a vu la fille, sa fille, mère venir avec le téléphone, peut-être qu'elle avait le code. C'est la question que j'allais poser pendant que le patriarche était agonisant. On pouvait bien rentrer dans son téléphone et copier les contacts pour un téléphone savoir, parce que là, autre. Il faut savoir si c'est la personne qui est venue avec ce téléphone avait le code de son père. Parce que si elle avait le code de son père, je me dis qu'elle s'est quand même servie des contacts qui sont à l'intérieur. Le patriarche n'a pas voulu diviser ses enfants à l'aide d'un appareil qui contient les contacts les plus importants au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Willy Carr vient encore d'aborder un autre aspect très 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 important. Vous savez, les dernières volontés sont sacrées et il ne faut jamais s'amuser avec. C'est-à-dire, si vous allez à l'encontre d'une volonté d'un mourant, il faut vous dire que vous avez mis fin à votre bonheur. Parce que vous aurez toujours des remords de cet acte que vous avez posé. Même des conséquences. Et même le téléphone était la source des divisions des enfants du patriarche Fotso. Et c'est pour cela qu'il a dit, peut-être qu'il a même dit qu'on ne l'utilise pas. Ça aussi, je vais... C'est une façon de dire n'utilisez pas mon téléphone. Puisque quand on enterre quelqu'un avec le téléphone, on ne va plus aller casser le cercueil, on ne va plus aller creuser la tombe. Je puis imaginer que les enfants ne se sont pas servis de ce téléphone. Parce que c'est chacun qui allait dire je reste avec ce téléphone en guise de souvenir. Et ça voudrait même aussi dire en quelque sorte que si quelqu'un aurait, pendant qu'il était mourant, pris le répertoire de Fotso Victor pour le copier dans son téléphone sans son consentement. Vous aurez les répercussions. Alors, je pose la question pour ce sujet au patriarche Billois ici. J'ai fait ça exprès de vous donner la parole en dernier lieu. C'est pour que votre sagesse nous dise davantage ce qu'on peut comprendre dans la volonté de Fotso Victor. Quand il meurt, il dit à sa progéniture, enterrez-moi avec mon téléphone portable. Qu'est-ce que ça symbolise? Il y a eu trois intelligences, hautes intelligences qui se sont exprimées avant moi. Je voudrais simplement dire, parce qu'ils ont dit presque tout ce qu'il fallait dire dessus, mais ce que je voudrais ajouter à ce qui a été dit,
c'est que lorsque M. Victor demande qu'on mette son téléphone dans son cercueil, effectivement, il connaît la mentalité de ses enfants. Il sait qu'ils vont se ruer dessus pour essayer d'utiliser les contacts qu'il avait. Or, il leur dit, ces contacts, ce sont mes contacts et non vos contacts. Alors, vous arrêtez. Si déjà, quand il était mal en point, c'est-à-dire qu'il se sentait mourant, on sait ce qui s'est passé dans ce compte. On nous a dit que les enfants tripatouillaient déjà dans les comptes avant sa mort et après sa mort. Ça aurait été la même chose. Il se serait disputé le téléphone pour avoir tous les contacts qu'avait papa. Or, tous, je regrette, n'ont pas la même moralité. J'en connais qui volent comme des souris. Je l'ai écrit, ce que je dis là, et je l'assume. Notamment Yves-Michel Fauchot. Je l'ai dit et j'ai expliqué pourquoi. Donc, ce monsieur était très... D'ailleurs, on ne peut pas arriver au niveau où il est arrivé si on n'est pas intelligent. Ça, c'est clair. Vous voyez, presque tous nos milliardaires n'ont pas été à votre école des Blancs. C'est comme ce matin à une télé, quelqu'un expliquait que il y a des problèmes parce que certains maires n'ont pas été en terminale. L'autre expliquait que non, ils ne connaissent pas la philosophie. Quelle est la philosophie qu'on vous apprend à l'école? C'est celle des Blancs. Mais pas... je ne sais pas si le feu professeur Martien Towa est dans les programmes en ce moment. Lui qui disait qu'il y a une philosophie africaine. Donc, il faut faire très, très attention. Ces gens, vous prenez Fauchot, vous prenez Kadi, ils sont déjà partis, vous prenez Amadou Dampulo, vous prenez... Ils n'ont pas été à l'école, pratiquement. Mais aujourd'hui, Monsieur Aladji Dampulo est l'homme le plus riche de l'Afrique francophone, selon Forbes. Donc, ce monsieur connaissait parfaitement sa famille et il savait que le téléphone va être un objet de bagarre infinie et même de fratricide. Parce que chacun voudra s'attribuer le téléphone pour voir les contacts qui ont pu faire que le papa pouvait s'adresser au président de la République. Il pouvait s'adresser à tel autre. Il a dit non, je ne laisse pas ça à ce vautour. Autrement dit, ce sera ma deuxième mort. Merci à vous, messieurs. Si vous permettez en quelques mots, je voudrais dire aussi que M. Fauchot est mort dans le déshonneur. Il n'a pas passé le témoin, malheureusement. Pourquoi M. Fauchot n'a pas passé le témoin? Parce que si M. Fauchot avait passé le témoin, il aurait laissé un enfant qui aurait hérité de son travail. Moi, je suis un fils de patriarche et mon papa, lorsqu'il décède, édenté qu'il était, il avait sorti une dent. Il a demandé qu'on donne cette dent au dernier des garçons. Le dernier des garçons, parce qu'il avait laissé la dent et la canne. Et mon petit frère, lui, il a préféré la canne. Et celui qu'il suit a pris la dent. 6 mois après, mon petit, dont je parle, qui a hérité de la dent, qui était sans emploi, a trouvé un emploi. Et Dieu seul sait. C'est un mec qui est dans 1 million de francs salaire. Et lorsque j'ai été informé, j'ai dit à ma maman, mais... Pourquoi pas moi? Tu n'étais pas cité. Et je sais des choses que mon père m'a dit de faire. Et mon père a dit, cette dent-là, ça veut dire que celui qui la tient, s'il dit quelque chose, nous devons l'écouter. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, M. Fauchot n'a pas laissé de grands enfants. C'est pourquoi je dis... Il a coupé les ponts. Il a coupé les ponts. Merci à vous.
Ulikak. Bonjour, je pense que c'est une stratégie politique et une fidélité de pointe au président de la République, président du parti RDPC. Telle est mon analyse. Je le dis pourquoi Sieur Victor Fotio est l'un des rares hommes qui avait une relation très étroite avec le pouvoir des Toudi et même de l'extérieur d'avec bon nombre de personnalités diverses dans le monde. Et ils sont des choses, donc ils ont des choses certainement qu'on n'expose pas et qu'on emporte avec soi pour continuer à garder le mystère et la magie du pouvoir. Je pense que c'est bien réfléchi. C'est ainsi que pensent les grands hommes qui toujours restent fidèles dans le temps. C'est Alain Bella qui nous a écrit à propos. On va prendre également cette réaction de Daïrou depuis Marois qui nous écrit: bonjour monsieur Fangono, bon retour, merci. J'ose croire que vous allez bien. Ça aussi c'est ce que je présume parce que je n'étais pas à l'hôpital il y a quelques instants. Ça longtemps que nous ne parvenons plus à vous suivre. La santé c'est dans ta tête, hein, ce n'est pas à l'hôpital. Je n'ai pas fait le diagnostic il y a quelques instants. Il a même le patriarche avec tout ce qui concerne l'Occident. Ça fait longtemps que nous ne parvenons plus à vous suivre. Des coupures intempestives, s'il vous plaît. Ajoutez-moi au groupe le débat car j'ai vraiment eu des soucis de manipulation du téléphone et c'est comme ça que j'ai constaté que je ne fais plus partie du groupe. S'il vous plaît, mon numéro il a donné. C'est Ahmad Malioum qui nous écrit Dairou depuis Marois. Merci infiniment. Alors, on parlait il y a quelques instants de cette dernière volonté du patriarche désormais feu Victor Fotio. On a un autre patriarche qui a dit à sa progéniture que quand il va quitter ce monde, pas de morgue. C'est ce que vous avez dit, patriarche. Oui, la morgue... pas de morgue, pas de non, prêtre, pas de prêtre, messe. pas de messe, pas de culte. Oui, je ne suis pas chrétien. Peut-être que je l'ai été par la force de l'influence de mes parents. Je ne peux pas être chrétien parce que ce que les gens ne savent, et c'est très important. Vous allez aujourd'hui, vous verrez des gens qui font des grands immeubles. Mais allez voir, le papa et la maman n'ont pas de tombe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'efface de la surface de la terre. On imagine que c'est ici qu'on a enterré papa. On imagine. Qu'est-ce qui nourrit les morts? C'est l'énergie. Et cette énergie vient des parents qui l'invoquent. Vous pensez qu'ils sont cons, ils sont bêtes, ceux qui font la litanie des saints? Vous ne vous posez pas la question. L'Afrique a tout, est riche. Mais pourquoi les Africains sont pauvres? Pourquoi ceux que vous appelez blancs alors qu'ils ne le sont pas, pourquoi ils dominent? Mais parce que nous leur donnons toute notre énergie. Nous donnons à chaque instant et à tout moment. Merci, à tout moment, et ils peuvent donc tranquillement nous dominer. J'ai pensé à votre volonté qui sera manifestement appliquée et respectée. Quand je fais allusion ici directement à la Caisse nationale de la prévoyance sociale et surtout l'hôpital de la Caisse où une scène terrible s'est produite et qui a poussé le directeur général Alain Noël Olivier Mokoulmon Bondakame de faire entrer les agents de cet hôpital, enfin les concernés, à la maison. Ulikak, vous avez cette information, vous l'avez recoupée et découpée même, je voudrais dire, parce que désormais c'est le cas. Nous parlons du milieu hospitalier. Il va nous en donner quelques morceaux. Oui, non, on va... Non, commençons d'abord par la décision de M. Mokolo Vondo qui a décidé de suspendre de leur fonction les personnes incriminées dans le décès de cette dame. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est le motif de la suspension. C'est-à-dire que le motif qui a conduit à la suspension, c'est le fait que le corps a été traîné au sol. Moi, je dis, ça, c'est une décision purement managériale. Et qui, à mon avis, est même dépourvu d'humanisme. Parce que avant que le corps n'ait été traîné au sol, il y a eu un incident. C'est que cette femme a été délibérément tuée par la négligence et le manque d'éthique de ce personnel. Parce que quand M. Mokolo Vondo prend cette décision, il prend cette décision pour sauver l'image de marque de la structure à la tête de laquelle il est, c'est-à-dire la CNPS qui, dans son volet social, a créé un hôpital. L'hôpital de la CNPS, comme elle avait créé à l'époque l'équipe de football, la prévoyance, comme elle avait créé la chorale, la voix de l'espérance à laquelle j'ai appartenu à une certaine période. Donc, le directeur de la CNPS a posé un acte
purement managérial. Parce qu'il s'est dit que cet acte-là pouvait peut-être intenter à l'image et aux relations qu'il a avec certains de ses partenaires, que ce soit les partenaires locaux que les partenaires internationaux. Or, moi, la question c'est, ok, ils ont été suspendus du corps du personnel de l'hôpital de la CNPS. Est-ce qu'ils sont suspendus du corps médical? Non. Ça veut dire qu'on a des assassins qui errent dans notre société, qu'on va retrouver dans une autre formation hospitalière, avec les mêmes attitudes, ce manque d'éthique, parce que j'ai suivi la réaction de monsieur le directeur de l'hôpital, la CNPS, qui a fait purement du Ponce Pilatisme. Mais je voudrais rappeler que lorsque cette femme arrive à l'hôpital de la Caisse, elle marche sur ses deux jambes. Elle est certes accompagnée par ses enfants, par l'un de ses enfants, mais elle marche sur ses deux jambes. Et on veut imposer à sa famille une pathologie qui n'est pas la sienne. Le Covid-19, encore le Covid-19. Il a fallu que ces enfants fassent passer les tests par le Centre Pasteur et même par les éléments de l'Organisation mondiale de la santé, parce que depuis un certain temps, dans certaines de nos villes, les éléments de l'OMS sillonnent certaines formations sanitaires. Et Dieu merci pour eux, cette fois-là, les éléments de l'OMS passaient par l'hôpital de la CNPS. Et cette femme est restée dans cet hôpital séquestrée, coupée du seul lien qu'elle est au monde, c'est-à-dire le lien familial. Monsieur Fangono, vous savez ce par quoi vous passez aujourd'hui. Si on vous coupe en plus de cette épreuve difficile par laquelle vous passez, de vos amis, de vos frères, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a envoyé vers le précipice. Donc moi je pense que la décision, ou prenez ça comme vous voulez, l'action de M. Mokulu Vondo, oui, c'est bien. Il fallait bien prendre le bâton, mais je pense que c'est insuffisant. Il fallait aller plus en profondeur. Et moi, j'en rappelle justement à la détermination de monsieur le ministre de la Santé. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre dans ce pays qu'on joue avec la vie des gens. Tout récemment encore, sur ce plateau, nous parlions de cet incident survenu à l'hôpital régional de Berthois. Tous les jours ici, on parlait de ces personnes qui décèdent du fait du manque d'éthique du personnel soignant dans certaines formations. Donc je pense qu'il va falloir que même le directeur de l'hôpital de la CNPS réponde du décès de cette... Ambroise Médard Manga, des agents suspendus à l'hôpital de la Caisse par le directeur général de la CNPS après la mort d'une dame. Et surtout, c'est le geste qui est cité dans la décision d'Alain Noël, c'est le fait que le corps a été traîné par les agents de cet hôpital qui ont, dans un premier temps, demandé aux membres de la famille de venir porter comme le corps de leur maman, comme si c'était un cabri qui était décédé, si c'était peut-être, je ne sais pas, un animal qui traînait par là. Enfin, à peu près, voilà la situation. Maintenant, la décision en elle-même, les deux commentés par vous. Très écœurant, lorsque j'étais au courant de cette situation survenue à la Caisse. Mais je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous regardent que le personnel de la Caisse, de l'hôpital de la Caisse, n'est que le reflet de l'image de Mokulu Mvondo. Vous ne pouvez pas dire ça, Ambroise Médard Manga. Moi, je suis journaliste d'investigation. Nous parlons là du corps médical. Je dis, vous êtes sans ignorer l'actualité qui est en cours à la CNPS. Le décès, le meilleur gars, vous êtes sans ignorer l'actualité qui est en cours. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je suis appelé en 2012 pour intervenir sur un cas d'abus très grave, orchestré par le directeur général de la Ambroise Médard Manga, je vous comprends. Je suis du thème, surtout du sujet. Non, ce n'est pas une histoire de proximité. Loin de là, Valère Bertrand Bessala, la décision prise par Alain Noël Olivier Mokulu Mvondo pour revenir sur les faits, parce qu'il a été au courant de ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi le monsieur frappe du poing sur la table. Les choses. Oui. Il ne s'agit pas de monsieur Mokulu Mvondo ici. Monsieur Mokulu Mvondo n'est pas directeur de l'hôpital de CNPS.
la CNPS est un établissement hospitalier autonome qui est rattaché juste et qui a le nom de cette institution. Il faut déjà qu'on le comprenne. Et M. Mokouloum, en tant que directeur général de la CNPS, assure la tutelle de cet hôpital. Et il est dans ses responsabilités de prendre les mesures qui s'imposent lorsque le directeur de la CNPS est dépassé par les événements. Parce qu'en fait, le directeur de l'hôpital CNPS. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Parce que M. Mokouloum Vondo n'a pas été nommé comme directeur général de l'hôpital CNPS. Il est nommé comme directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. De deux, maintenant, il faut comprendre que la situation qui est sous nos yeux relève justement de la prise de responsabilité du directeur général. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était même pas obligé d'intervenir avec la célérité que vous avez vue. Oui. Parce que les événements, aussitôt ils ont été perpétrés, que le lendemain ou le surlendemain, il a pris cette décision. Effectivement. Donc il n'était même pas obligé. Et en d'autres termes même, il aurait même pu procéder autrement. C'est-à-dire demander au directeur de l'hôpital d'agir sur cet événement, de prendre ses responsabilités. Mais il a dit, c'est de ma responsabilité à moi parce que les faits sont quand même exagérés. Donc il faut déjà qu'on se comprenne de trois. Je crois que ce n'est pas coutumier de la CNPS parce que je ne veux pas que, pour moi, connaissant un peu le monde hospitalier sur le terrain, les hôpitaux qui sont les plus sécurs ou l'hôpital le plus sécur en région. Je dis bien en région, laissez Yaoundé où vous avez une multitude d'hôpitaux avec Douala, hôpital central, hôpital général, hôpital gynéco-obstétrique, hôpital ceci, parce que vous avez tellement l'éventail de choix, l'embarras de choix, que vous ne savez même pas où aller à la fin. Quand vous êtes en région, l'hôpital le plus sécurisé en région, c'est l'hôpital CNPS. La référence. C'est la référence. C'est-à-dire que quand on vous a déçu à l'hôpital régional, parce que généralement c'est là-bas que vont les gens qui n'ont pas d'argent, ou dans les hôpitaux de district, on vous dit allez à la CNPS, c'est là-bas. Et cet hôpital n'est pas coutumier de ce genre de choses. Et vous comprenez même pourquoi le directeur général a dû prendre ses responsabilités. Il faut déjà savoir que la CNPS privilégie davantage les assurés. Les assurés. C'est-à-dire que c'est des grandes entreprises qui payent des assurances et qui disent que bon voilà leur personnel c'est la BEA, que c'est des structures que vous connaissez de la place, qui payent déjà de l'argent auprès des assurances et qui décident de les amener à la CNPS par rapport à l'expertise qui s'y trouve, par rapport à la qualité de service qui s'y trouve. Et d'ailleurs, pour vous en rendre compte, vous allez bien voir la grille des salaires à la CNPS. Elle n'est pas des dernières dans la République, parce qu'effectivement là-bas il y a un service sanitaire de qualité. Donc je voudrais rappeler que ce qui est arrivé là-bas est un incident malheureux. Et le directeur général, et ça c'est mon quatrième point de vue, ne pouvait pas prendre autre mesure que celle-là. Parce que s'il faut se plaindre, c'est à la famille de porter plainte. Si elle sent qu'elle a été flouée dans ses prétentions ou alors tout simplement dans ses droits. Mais le directeur général de la CNPS prend les mesures conservatoires et j'insiste, ce sont des mesures conservatoires. Je crois qu'on a engagé une enquête interne sur la situation. Oui. Donc, il n'est même pas encore au fond de la sanction, parce que le fond de la sanction peut être le licenciement pour faute lourde. Parce que le Code du travail est très clair sur ce genre de choses-là, dans ses articles 24 à 26. Il va se les licenciements. en quelle qualité? Non, je dis au bout, il le fera certainement. Je dis bien certainement au bout de l'enquête qu'il a diligentée. Mais pour le moment, il prend des mesures conservatoires. C'est-à-dire, comme vous êtes impliqué dans une situation assez complexe qui engage et votre responsabilité personnelle et la responsabilité même de l'entreprise, alors je prends des mesures conservatoires, c'est-à-dire je vous envoie au quartier attendre que l'enquête puisse arriver à son terme. Et au bout de l'enquête, certainement, il prendra donc les mesures foncièrement lourdes qui s'imposent, qui peuvent aller même jusqu'au licenciement. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait l'amalgame, parce que peut-être ce n'est pas une question d'avocat. On peut avoir des problèmes avec M. particuliers avec M. Mokouloum Vondo, le directeur général de la CNPS, mais je ne voudrais pas qu'on mélange la responsabilité d'un directeur général d'une structure et de celle d'un hôpital qui lui est permettez qu'il ait son opinion. Donc ça c'est important. Très important. Ambroise Médard, Ambroise Médard, je sais que vous parlez des faits. Je voudrais que nous restions... de la CNPS le 16 juin 2015. Moi, je parle de... Victime de l'hôpital de la Caisse. Je suis une victime de l'hôpital. Le 16 juin 2015. Est-ce que vous êtes victime de M. Mokouloum Vondo? Mais vous dites que
Monsieur C'est lui. Mokolombo a pris la décision. Non, vous dites que vous Nous êtes du parlons- l'hôpital. nous parlons des Est-ce que vous êtes agents- du Mokolombo? des Parce que agents- depuis que des vous avez agents- la parole, vous parlez de Mokolombo. D'où Comme si vient-il c'était que, le responsable de cette que affaire. Mokolombo vienne suspendre les médecins? C'est l'ai lui déjà la expliqué. tutelle, Je l'ai de déjà l'hôpital expliqué. de la caisse. Je l'ai Et déjà il expliqué. n'agit qu'après Non, faire. non, C'est Patrice Bilois C'est ici. l'ordre qui C'est doit l'ordre des médecins. On n'a qui pas doit suspendu les médecins, on a suspendu le service des médecins à la à l'hôpital Mais CNPS. du Ne coup, faites pas ça d'amalgame, entraîne- non, ne faites pas ça- d'amalgame, ça monsieur entraîne du Manga. coup- Patrice Bilois ici. Ouais. Oui, votre J'espère point de que vue. M. Fangon n'a pas coupé la parole. Oui, mon point de vue Je suis même est, pas- est- Je- est je- le J'aurais suivant. voulu que nous Pour restions dans le thème, le sujet du nous jour. parlons de la Vous avez dit, CNPS. vous avez fait des Nous ne parlons pas de la enquêtes. CNPS, Nous ne nous parlons pas parlons de de la l'hôpital CNPS. Nous parlons de l'hôpital suspendu? CNPS. Voilà. Patrice Bilois ici. C'est le Le temps directeur général, le temps c'est pour pas Ambroise le Médard Manga de Est-ce qu'on peut revenir. dissocier le DG, De Mokolombo. le DG Mokolombo, Bien de ce sûr, qu'on parle. je suis désolé, bien sûr. On parle du Il y a corps toujours- médical. Mais nous parlons de Non, l'acte peut-être il de faut encore revenir en droit administratif pour vous dire qu'il y a une responsabilité, Lorsque il y a une vous responsabilité aurez fini- individuelle, personnelle, et une responsabilité Lorsque la liée défense à et la fonction. Il l'accusation faut qu'on auront fasse attention. fini leur Patrice Bilois travail, ici. lorsque la défense et l'accusation auront fini leur travail, Parce qu'il s'agit simplement des faits de droit. non, c'est des faits de droit, effectivement. Est-ce que c'est lui qui les a nommés vous connaissez qu'il y a un principe de droit, c'est le parallélisme des formes. Est-ce que c'est lui qui les a nommés pour les sanctionner? Ça, vous devez répondre à cela. Je suis désolé, oui. Oui, Je dis oui. et de deux. Nommé et recruté. Je voudrais dire que lorsqu'il y a un problème dans ce domaine-là, il me semble que ce doit être l'ordre qui sanctionne. Et quand l'ordre a sanctionné, après, on peut trouver des sanctions, d'autres sanctions. Administratives. Oui, si on le juge utile. Mais que ce soit les sanctions administratives qui précèdent les sanctions de l'ordre, cela me paraît un peu compliqué. Je pourrais même dire que la décision du directeur général, c'est de l'esbrouf. C'est de l'esbrouf. Pourquoi? Parce que il y a déjà à l'hôpital, il y a un directeur. Qu'est-ce que le directeur a fait? Qu'est-ce que le directeur de l'hôpital a fait pour que ce soit la tutelle qui vienne agir? Non, vous savez, nous sommes à une période assez compliquée et chacun voudrait que son nom ressorte et qu'on dise que tel fait. Mais quand quelqu'un fait bien, je suis d'accord, il faut qu'on reconnaisse qu'il a bien fait. Mais je dis que dans l'affaire qui nous intéresse, c'est l'ordre qui devait agir. Vous vous rappelez, Patriarche, de la situation de l'hôpital régional? Oui. Vous vous rappelez? Non. Non, comment? Dites-moi si vous vous rappelez un peu de ce qui s'est passé. Je suis amnésique. Je suis amnésique. On a attendu l'ordre jusqu'aujourd'hui. Depuis quand? Non, je voudrais vous dire qu'il aurait été souhaitable que ce soit le directeur de l'hôpital qui sanctionne. C'est le directeur de l'hôpital qui devait sanctionner. Si le directeur de l'hôpital n'a pas sanctionné, il a failli. Donc, la sanction du directeur général d'un CNPS devait concerner les deux. Et le directeur et ceux Voilà qui ont- pourquoi on vous a dit quelque part ici que les enquêtes ouvertes peuvent nous donner d'autres orientations. Permettez que je prenne quand même les réactions des téléspectateurs avant de revenir vers vous. Bonjour Info TV, très bonne initiative du directeur de la CNPS. Je suis très d'accord avec Willika qu'on devrait poursuivre ces infirmiers et les envoyer à Kondengui pour 10 ans. Nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Mal Alioum nous a écrit depuis Garoua. Merci déjà. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, police chef-lieu du département du... Ça veut dire qu'il y a notre message. Voilà. Bonjour le plateau. Je voudrais savoir par les panélistes pourquoi la famille Fotio s'est ridiculisée après la mort de père Fotio pour une affaire de milliards. Joseph Apoli, il continue cette fois en disant, s'il vous plaît, police et le chef-lieu du département du Faro dans le district de santé de Poli. Il n'y a ni morgue ni information sur la COVID-19 et les stratégies de prise en charge des malades. Pourtant, le district de santé d'Ngon qui est contaminé est à 100 km de Poli. Pourquoi sommes-nous oubliés comme ça?
C'est au gouvernement. Voilà, vous avez tout compris, que c'est au gouvernement qu'il On va dire s'adresse. quoi, là? Bonjour, bravo, très belle émission comme d'habitude, mais je voulais rectifier ce qu'a dit mon grand frère Valère Bessala à propos de l'hôpital de la CNPS, qui est une direction de la CNPS dont le directeur général la dirige comme les autres directions telles que la DRH par exemple. Notez bien, tous les employés du directeur au planton, y compris les médecins, sont des employés de la CNPS. Effectivement. Bonjour, Monsieur Fangono. Il fallait frapper bien. Bonjour, Monsieur Fangono, et heureux de votre retour. Merci. Vous nous avez manqué. Merci. Bonjour à votre plateau. Je voudrais simplement m'insurger contre le silence de l'Ordre national des médecins qu'on a vu plus actif en d'autres circonstances, notamment la fermeture de la clinique Marie-O devant une faute professionnelle et éthique aussi grave. C'est un silence suspect. Martin Dekounou. Avec la permission de Willy Kak. Oui, je crois que le téléspectateur est même déjà venu éclairer une bonne partie de ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que le patriarche dit qu'est-ce que le directeur général de la CNP vient chercher dans les affaires de l'hôpital. La réponse était déjà là. C'est-à-dire que c'est une structure inféodée comme toutes les autres directions à la direction générale de la CNPS. Mais le directeur général n'est pas forcément le directeur de l'hôpital, parce qu'il y a un directeur de l'hôpital. Et dans les modalités de fonctionnement, il y a un conseil, parce qu'il faut, il faut savoir que... Voilà, c'est même pas d'administration là-bas, c'est un conseil de gestion. Un peu comme... Je prends... Non, s'il vous plaît, je prends un simple exemple, parce que des gens ne savent pas comment certaines choses fonctionnent. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous savez que l'hôpital central n'est pas une direction générale? L'hôpital central a à sa tête un comité de gestion. L'hôpital central que vous voyez, le directeur de l'hôpital central n'est pas un directeur général. Donc en fait, c'est comme une direction du ministère de la Santé. Et on a donc placé un comité de gestion au-dessus de cet hôpital qui est géré par, je crois, M. Timévouna, l'ancien délégué du gouvernement. C'est la même chose pour l'hôpital CNPS. C'est-à-dire que le président, le directeur général de la CNPS, un peu comme en même temps aussi comme le président du conseil de gestion, même si cette direction est inféodée comme toutes les autres directions à la CNPS. Seulement, du fait de la finalité ou alors du service spécial sanitaire que gère cette direction. Donc on se comprenne d'abord. Ça veut dire que le directeur de la CNPS qui dirige en fait le personnel médical dans toute l'étendue du pays, parce que c'est une direction qui est étendue dans toutes les régions, ne peut pas recruter de son propre fait à l'hôpital CNPS. C'est le directeur général de la CNPS qui recrute. Ça veut dire que même les médecins que M. Mokoulumbo ne suspend, ce sont les médecins qu'il a lui-même recrutés. Encore que, je l'ai dit, il ne les a pas licenciés. Il les a suspendus. Et c'est ça les mesures administratives, on appelle ça les mesures conservatoires, c'est-à-dire que sortons même de l'hôpital, parce que j'ai comme l'impression que ça fait du mal à beaucoup de gens, et je sors aussi par là. Prenons un simple cas. Pour ceux qui aiment tellement le terrain, un sous-préfet par exemple peut se retrouver dans une descente pour aller immatriculer, pas pour immatriculer, la commission qui descend souvent pour aller voir si votre terrain est le vôtre, pour engager le dossier d'immatriculation. Il se retrouve en train de se donner les coups de poing avec vous, monsieur Manga. L'administration ne l'a jamais envoyé pour donner des coups de poing à un citoyen. Le ministre de l'administration territoriale peut soumettre le dossier au Premier ministre afin qu'on le suspende d'abord de ses fonctions, le temps de mener une enquête pour voir si vraiment c'est M. Manga qui l'a attaqué et il s'est défendu, ou alors c'est l'inverse. Vous voyez? C'est ça les mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires servent généralement à calmer même d'abord la population. Parce que si rien n'est fait, la population peut se soulever pour dire mais le même sous-préfet est toujours en fonction alors qu'il est en train de faire ce que nous faisons. Donc c'était important pour monsieur le directeur général de prendre ces mesures conservatoires. Je commence d'abord par vous mettre de côté hors des bâtiments pour qu'au moins les préjudiciés voient déjà que nous avons déjà commencé à faire quelque chose et que nous sommes sur le chemin. Si donc au bout de l'enquête, il s'avère que votre faute est établie, on ira donc jusqu'aux mesures les plus ultimes. Par exemple, soumettre votre dossier au Conseil national à l'Ordre national des médecins pour qu'à son niveau, ils prennent aussi les mesures qui s'imposent, au-delà des mesures financières. Parce que s'il faut absolument que la famille reste en dommages et intérêts, ce qui est sûr est qu'il y aura une action récursoire. Je l'explique, la CNPS va payer de l'argent à la famille, si vraiment c'est le cas, et puis il va se retourner vers ses médecins pour dire « j'ai déjà payé ». Pour le compte de la CNPS pour une faute que vous avez commise et qui n'était pas une faute de service. Et maintenant, à vous de me rembourser. Merci Valère Trambessala. Oui, Willy, vous allez prendre la parole. D'ailleurs, elle était votre à la prise qu'a si bien voulu
apporter un plus. Valère Bertrand-Bessala tout à l'heure. Bonjour le panel, laissez Médard continuer dans sa pensée. Armel Atangana, c'est son camarade, c'est votre camarade qui vous salue en passant. Bonjour à tout le plateau. Laissez monsieur Manga parler s'il vous plaît, qu'il aille jusqu'au bout. Éléonore depuis le Bénin, merci de nous regarder depuis le Bénin, très cher Éléonore. Willy Kak, la suspension, jusqu'ici, on parle de la suspension. Et cette suspension nous rappelle, j'ai voulu bien en parler avec le patriarche qui nous a dit, qui nous a fait comprendre que lui, il a suivi l'interview de la directrice de l'hôpital régional qui avait le corps dehors. Il y avait les seins dehors. Non, j'ai dit le corps. J'ai dit le corps. Maintenant, ce qui se passe à l'hôpital de la Caisse a tout de suite fait intervenir le directeur général, j'imagine, du fait de ne pas laisser les fautes pareilles continuer à être servies aux populations camerounaises, soit dans l'hôpital de la Caisse et même dans les autres centres hospitaliers. D'ailleurs, c'est légion aujourd'hui ce type de problème. Vous savez, on a là, quand vous évoquez le cas de l'hôpital régional de Berthois et la CNPS, on a deux cas de figure. On a deux cas de figure de par déjà leur constitution. C'est pour cela que j'ai préféré que Valère, qui a un peu plus de notions managériales que moi, s'explique. Parce que vous savez, et j'insiste, je dis, M. Mokulu Vondo est dans son bon droit. Il a pris une décision managériale. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une structure dont un démembrement fait la une d'une affaire dans laquelle il y a un décès. C'est-à-dire que l'image de marque de la CNPS dont il est le directeur est écornée. Alors, il faut quand même que lui, qui est garant de la bonne marche de l'institution à la tête de laquelle il est, il prenne une décision. Déjà, comme Valère le disait, à titre conservatoire, c'est-à-dire que faire bonne figure d'abord auprès de la famille et même de ses partenaires. Parce que là, vous savez, le management, ça inclut beaucoup de choses. Pour une faute comme celle-là, qui n'incombe pas à M. Mokulu Vondo, vous pouvez perdre des partenaires. Il y a des gens qui sont très susceptibles à un certain nombre de choses, qui vous disent, mais monsieur Mokulu Vondo, nous n'allons pas continuer de fonctionner avec vous. Vous êtes censé garantir notre sécurité après peut-être notre dû labeur, parce qu'il va falloir nous payer ceci. Mais si déjà, dans vos structures, les gens meurent du fait de la négligence et vous laissez passer, qu'est-ce qui ne nous dit pas que nous aussi, vous allez nous abandonner à un moment ou à un autre? Ça, c'est un fait. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que il va falloir que dans cette affaire, qu'on aille plus loin. Si vous permettez, M. Bilois, ici, qu'on aille plus loin. C'est pour cela que j'ai appelé aussi à l'intervention de l'ordre des médecins. Parce que M. Mokulu Vondo, lui, il s'est contenté du volet administratif. Mais il y a un volet qui est plus important, c'est le volet de la déontologie, de l'éthique médicale. C'est à ce niveau-là que moi j'appelle à la responsabilité du directeur, parce que d'après les informations que nous avons, la famille, lorsque cette dame était séquestrée, a saisi le directeur de l'hôpital. La famille n'avait pas besoin d'aller saisir M. Mokulu Vondo. À ce moment-là, elle ne traite pas avec lui. Elle a saisi le directeur qui a ignoré leur plainte. Puisqu'il faut dire à nos téléspectateurs, entre-temps, ces garçons, ces enfants, ils avaient trouvé des voies, des canaux pas normaux pour causer avec leur maman. Je dis pas pour... C'était difficile pour eux de causer avec leur maman. Maintenant, elle est décédée. Moi, vous allez me dire qu'on les a suspendus, comme Valère disait, il y a la mesure conservatoire. Oui, si maintenant M. Mokulu Vondo décide de les radier du corps du personnel de la CNPS et qu'il reste dans le corps médical, vous voyez le danger que cela représente. C'est tout ça mon problème et mon souci, parce que moi je dis on a envie de dire qu'il y a une négligence accentuée dans les milieux hospitaliers. Mais là, je ne sais pas si ça engage l'hôpital de la CNPS. Parce que moi, je n'ai jamais été écouté. Parce qu'en moins d'un mois, on a des cas qui se ressemblent. Ça, c'est une non, je pense que ça relance le débat du comportement du personnel médical de nos formations sanitaires face à la pandémie du Covid-19. Je ne voulais pas penser que l'hôpital de la CNPS est... J'ai connu des gens qui sont allés à l'hôpital de la CNPS qui en sont ressortis guéris. Hein? Ça, c'est un fait. Parmi tant d'autres. Moi, ce que je voudrais condamner ici, c'est le comportement de ce personnel. Et je ne voulais pas
moi j'engage la responsabilité du directeur ici, parce que s'il n'avait pas été tenu informé de la situation, je l'aurais vraiment dédouané. Mais le fait qu'il ait été tenu informé, Vous parlez cette fois-là du directeur de directeur de l'hôpital. l'hôpital, la CNPS, le fait qu'il ait été tenu, ça veut dire que déjà de deux choses l'une. Soit lui aussi, il a fait preuve de manque d'éthique et de déontologie, soit il n'a pas la maîtrise de la structure dont il a la charge. Bonjour, Monsieur Fangono. Prière de dire à Monsieur Biloa ici de ne pas toujours chercher à parler de ce qu'il ne maîtrise pas, qu'il sache qu'il y a le principe de qui peut le plus, peut le moins. Misage nous écrit depuis Berthois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est avec raison. Bonjour. C'est avec raison. Patriarche. Oh, c'est un spectateur qui écrit, c'est son opinion. Et dit la mienne aussi. Que ça, tout ça, j'ai appris. Mais ce qui nous concerne là, c'est pas ça. Je vais parler tout à l'heure. Bonjour, c'est avec raison qu'ils ont été arrêtés. Donc, c'est normal car le DG a tous les droits. Marcel Depuis, Mélène, Non, ils n'ont pas été ils ont arrêtés, été ils étaient suspendus. Mais je lis d'abord Oui, ça le peut aussi message. être en langage, Bonjour Info TV, l'hôpital de la Caisse est une référence à Yaoundé. Ce qui s'y est passé est un incident malheureux et si l'ordre des médecins fait bien son travail, les différents agents concernés doivent être exclus de cet ordre et le directeur de l'hôpital limogé. Cyrus Doué depuis Ngousso, c'est lui qui a envoyé ce message. Je le pense aussi. Je le pense aussi. Ah, ok. Entièrement d'accord avec Cyrus. Ouais. Vous avez dit C'est un message Je clair. crois qu'il résume entièrement ma pensée. Non, en je fait. voudrais écouter M. Fangono. Patriarche Il Biloa faut, il ici. faut dire une chose. Messieurs, nous sommes ici, là. Il y a un mélange de tout. On dit le directeur général de l'hôpital de la CNPS. Et il y a un directeur général de la CNPS. Dites-nous, dites simplement le directeur de l'hôpital. Si deux directeurs généraux, je ne sais pas qui est au-dessus de qui. Non, Non, le directeur attendez. de l'hôpital n'est pas le directeur général. Il est directeur de l'hôpital. C'est peut-être un lapsus comme pour... le DAF, Voilà. comme le DAG, C'est comme ça, il le faut comprendre DRH. cela comme ça. Mais nous, moi j'ai entendu, même sur le net, on vous parle du directeur général. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas normal. Les défaillances dans ces services, ce n'est pas à la CNPS. Même à l'hôpital gynéco, que ce soit à l'hôpital général ou ainsi. Je prends le cas de Madame Foné qui meurt parce qu'il y a négligence. J'ai le rapport d'un spécialiste de la matière qui démontre que Madame Foné est morte parce que les médecins n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont jamais été punis, que ce soit de manière administrative ou que ce soit de manière professionnelle. C'est-à-dire que l'ordre vienne à sanctionner. J'ai dit, un jour, je vais d'ailleurs te donner la photocopie de ce rapport qui est très détaillé. Donc, ce qui s'est passé à l'hôpital de la Caisse. Mais j'ai dit, je trouve ça d'une iniquité avérée qu'on punisse des gens sans punir le directeur. Oui. D'accord. Voilà ce que... Non, on doit le punir aussi. Merci, Patriarche. A parfaitement raison. Mais il n'y a pas d'iniquité. Parce qu'il faut bien comprendre que la mesure conservatoire qui est prise à l'encontre de ces personnels-là ne peut pas être prise au même titre à l'encontre du directeur. Parce qu'il faut faire très attention. Parce que le directeur est choisi et désigné dans des conditions particulières. Ce n'est pas M. Mokouloum Bondo seul qui s'assoit dans son bureau et décide de nommer le directeur de l'hôpital CNPS. C'est clair. Ça veut dire qu'il ne peut pas aussi s'asseoir tout seul pour dire je te suspends ou je te limoge. Vous comprenez? Par contre, un médecin qui peut être un médecin, peut-être un fonctionnaire qui est recruté, l'État lui dit tu vas travailler à l'hôpital central comme, je ne sais pas, médecin urgentiste. Il va aussi dire à la CNPS vraiment je vais arrondir mes fins de mois ici à la CNPS. Mokouloum Bondo le recrute. C'est-à-dire qu'il travaille à temps partiel. Ça veut dire que Mokouloum Bondo peut aussi s'asseoir tout seul
et lui dit, monsieur, comme vous avez posé tel acte, rentrez un peu au quartier, on va enquêter. Donc c'est très différent. Ça veut dire qu'en fait, Ça, nous c'est devons clair. encore attendre peut-être quelques moments. Mais on ne sait pas ce que M. Mokoulou fait dans les couloirs pour peut-être aboutir aussi à cette sanction du directeur qui est un peu plus compliquée que celle des autres qui est un peu plus légère. Vous partagez l'avis, Uli? Oui, non, je suis entièrement d'accord, mais moi je dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que au-delà de la mesure managériale qu'a prise M. Mokoulou Vondo, il faut qu'on aille plus loin dans la sanction et qu'on ne se limite pas simplement à sanctionner le corps médical, qu'on sanctionne même le directeur général, le directeur de l'hôpital, pas le directeur général, pour ne pas blesser le patriarche. Qu'on sanctionne le directeur de l'hôpital parce que lui aussi, ayant été informé de la situation, n'a rien fait. Donc il ne peut pas être dédouané dans cette affaire. Alors, on va finir avec ce sujet puisqu'on a évacué. Je pense que... Il y a Médard qui croise les bras comme pour nous dire qu'il n'a pas parlé. Protestation, M. Médard, le PDG supérieur en protestation. Le PDG supérieur, c'est la position de la minorité. Alors, ce que moi je voudrais rappeler à Médard, c'est que j'aime toujours qu'on reste dans la logique de l'idée du jour. Bon, ne pas faire des parallèles qui nous envoient très loin du sujet. Et c'est ça, c'est ça. Non, vous n'êtes pas confiné, d'autant plus qu'on a levé le confinement. D'ailleurs, que le Cameroun n'était pas... J'ai bien parlé de la suspension du personnel médical à l'hôpital de la CNPS. Et j'ai voulu vous dire que, victime de cet hôpital le 16 juin 2015, de ce mauvais comportement des personnels, ce personnel reflète l'image du DG. Moi, j'ai parlé du DG. Quel DG vous parlez? De la CNPS? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on ne peut pas se comprendre. Vous voulez mélanger. Dans mon opinion. Je comprends, je lis votre opinion. Je prends ce que vous dites. Je vais vous prendre au mot. Merci Ambroise Médard Manga. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout à l'heure, juste après la publicité. On ne touche pas à Mokoulou Vondo ici. Ouais. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent
déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale. Elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Bon retour sur le plateau du débat, c'est ça aussi parce que pendant que la publicité passe, ça va dans tous les sens, on se déchire, mais ça ce n'est pas pour bagarrer, c'est pour s'échanger un peu en idée. Ambroise Médard, mon grand merci d'être parmi nous. Hein. Là c'est la revue de presse, je vous reprends tout à l'heure. La revue de presse commence avec Cameroun Tribune de ce matin. On parle de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, la sensibilisation avant l'action. Dit Cameroun Tribune pour mutation, émergence 2035, l'opportunité Covid-19. Le gouvernement avoue que cette pandémie constitue une chance pour revisiter notre modèle économique. Question de rendre compatible avec l'ambition d'émergence. Les détails du plan anti-coronavirus 2020-2023 sont à lire dans la page 7 du journal Mutation. Pour The Guardian Post, Rumorate Constitutional Amendment may disqualify Kamto from running for president. C'est ce que nous dit The Guardian Post ce matin. Pour la suite, c'est le jour douane. Ce qui va changer. La mise en service du nouveau système informatique va entraîner une véritable révolution. Les pages 6 et 7 contiennent cette information. Pour le point hebdo, nous avons Paul Moutazé, valeureux avec cette information, et en bas de une, nous retrouvons Kavaye Guédibril. Depuis hier soir, le président de l'Assemblée nationale est terrassé par un violent
malaise. Le président de l'Assemblée nationale a été mis sous soins intensifs par des médecins camerounais et français appelés nuitamment. C'est donc sous soins intensifs qu'il se trouve actuellement, dit Le Point. Le cas Kavaïgué Dibré. La suite, c'est le messager. Pour le messager, terrorisme politique. Les 4 vies de Jean de Dieu Momo. C'est à lire dans le messager de ce matin. La suite, c'est réalité plus policier. Garde à vous. Les nominations arrivent, nous dit réalité plus de ce matin. Et dans cette une, on retrouve également les médailles de Paul Biya à 4 militaires français. La suite, c'est avec la République Presse pour ce quotidien. Déstabilisation du Cameroun par le diplomate Peter-Henri Barlerin, l'ambassadeur du chaos. Et après cette une, nous avons émergence pour ce quotidien Camerco. Le personnel entame le bras de fer avec le directeur général. Les employés rejettent en bloc le chômage technique que veut leur imposer le directeur général de Camerco. La suite, c'est avec Mosaïque International, arrestation d'Ernest Obama. Le Synagique appelle au pardon de Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est par là que nous refermons cette page consacrée à la revue de la presse. Rapidement, quelques réactions. On va prendre ce message. Bonjour, les anciens ne transmettent pas nécessairement le savoir, la connaissance et le pouvoir qu'à leurs enfants. Ils les laissent à leurs initiés, donc la qualité de l'homme et que l'on laisse à sa place. Bon, c'est Céleste qui a écrit, il dit la qualité de l'homme que l'on laisse est déterminante pour ce choix. Ça veut dire qu'il est revenu sur l'inhumation de Focho, le cas Focho Victor. Merci. Voilà. Alors, vous convenez avec moi qu'on a complètement évacué le premier sujet concernant la CNPS et l'hôpital de la Caisse. Et pour vos conclusions, c'est que c'est un exemple même à copier pour ce qui est du milieu hospitalier médical camerounais, parce qu'on connaît des cas dans ce milieu-là qui, jusqu'aujourd'hui, nous donnent froid au dos. On se rappelle encore de la situation de l'hôpital régional de Bertois. Et maintenant, c'est la Caisse. Pourtant, hôpital qualifié de référence pour la région du centre et même pour le Cameroun. Merci à vous tous, messieurs. Merci. Il y a un journal là qui a dit que le Covid-19 était une chance. Vraiment, il faut qu'on se comprenne. Une chance que quelqu'un te mette le couteau à la gorge, non, ce genre de choses, on ne devrait pas les écouter. D'accord. Parce que ceux qui ont créé cette affaire savaient bien les conséquences qui allaient en découler. Donc, qu'on nous dise aujourd'hui qu'un journal prenne la responsabilité de dire que c'est une chance pour revisiter le système économique. On va revisiter en faisant quoi? En sortant de la globalisation néolibérale qui nous serre à la gorge. Enfin, ils savent ce qu'ils disent. Oui. Bonjour le plateau, bonne analyse de M. Ekar qu'il faut assainir le milieu hospitalier conformément aux articles 1382, 83 et 86 du Code civil. Tous les directeurs généraux, peut-être directeurs des hôpitaux sont coupables, si Sa Majesté à Tangana. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pas courant qu'il me donne raison, Sa Majesté. Bon, vous connaissez alors, dans les habitudes. Chacun pour quelqu'un qui n'a pas souvent été avec moi. Mais merci, ça me va toujours. Merci. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que nous allons sortir du Cameroun et parler cette fois-ci du Soudan du Sud, désormais out pour l'Union africaine. Lika, c'est une information que vous avez aussi traitée jusqu'aujourd'hui. Vous êtes en train de parler de ça. Que comprendre? Non, mais ce qu'on va simplement comprendre, c'est que le Soudan du Sud, actuellement, qui est traversé par une très grande crise, que ce soit sur le plan sécuritaire, puisque vous savez qu'il y a une guerre civile qui dure déjà depuis des années entre le président actuel et son vice-président. Mais pour revenir à cette suspension, cela est simplement dû au fait que le Soudan du Sud n'est pas respecté, n'est pas honoré à ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine, puisqu'il faut dire que depuis 3 ans, le Soudan du Sud ne paye pas, comment vous appelez ça? Ça coûte pas, ne verse pas, ça coûte pas dans les cotisations. Ils sont endettés on parle de 30 millions de dollars. Et moi, ce que j'ai par contre pas apprécié, c'est la façon dont
les diplomates soudanais ont été écartés de la salle de réunion, puisqu'il faut dire en passant qu'ils étaient arrivés, d'ailleurs parmi les premiers, et le président de séance, je ne sais pas qui lui a, peut-être en regardant autour de lui, s'est rendu compte de la présence des diplomates de Soudan du Sud, a dû interrompre les travaux pour leur dire qu'ils n'avaient pas qualité à rester dans la salle des travaux parce qu'ils sont illégaux. Et je ne sais pas, quand il faut parler de l'Afrique qui est censée être légale et tout, mais le problème du Soudan du Sud aujourd'hui convoque beaucoup de problèmes, beaucoup d'autres problèmes, parce que quand vous regardez ce pourquoi les deux factions qui se livrent cette guerre civile depuis des années se battent, c'est tout simplement pour le contrôle du pétrole. Vous savez que le Soudan du Sud est très riche en ce qu'on appelle souvent l'or noir. Et le rôle même des Nations Unies, parce qu'à un moment, on a envoyé toute une mission des Nations Unies du côté du Soudan du Sud, soi-disant pour apporter la paix, mais on se rend compte que, d'ailleurs, ce n'est même pas un fait nouveau, hein, ça c'est une lapalissade. On sait désormais quel est le rôle véritable des forces des Nations Unies. Ils sont en Centrafrique là-bas et ils nous dépouillent les Centrafricains de diamants et de tout. Non, pour revenir à la situation, c'est une situation vraiment déplorable. Maintenant, j'en appelle à la magnanimité des autres nations africaines pour qu'on vienne véritablement au secours du Soudan du Sud, parce que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Donc, quand on voit des gens soutenir la France, lorsqu'on a tué les gens en France, on dit « je suis Charlie Hebdo ». Voilà un pays frère qui souffre, qui ne peut pas payer ses cotisations. Personne ne dit mot. Patrice Bilois, ici, le pays de... Je comprends parfois le patriarche, hein, il a raison. Je crois qu'on a des Blancs à la tête de nos États en Afrique, franchement. Le pays de Salva Kiir est donc appelé à rester à la maison pendant que les réunions, les conférences de l'Union africaine vont se tenir. On dit qu'il n'a pas évacué son ardoise. Vous savez, pour comprendre ce qui se passe au Soudan, il faut dire que, comme je le dis souvent, la globalisation néolibérale a ses objectifs. Le Soudan est divisé aujourd'hui et il y a la partie qui s'appuie sur le pétrole a des problèmes. C'est clair. A des problèmes, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut qu'un pays qui ne s'appuie que sur le pétrole ait des problèmes, on demande à l'Arabie Saoudite de pomper le pétrole sur le marché international et de ce fait, le prix du baril baisse et vous avez des problèmes. Et il y a cela au Soudan, mais il y a aussi cette opposition des Arabes et des autres, des Djandjaouites, comme ces milices, comme on les appelle. Nous, on devrait comprendre que les divisions qui sont exploitées dans nos pays, parce que tel est du nord, qu'il est musulman, que l'autre est du sud et qu'il est chrétien, ou autre chose, on devrait les éviter si l'Afrique avait une Union africaine. Voilà où on constate que l'Union africaine vit. Et le Soudan du Sud n'a pas payé sa quote-part de participation au budget. Donc, ils sont exclus. Mais on aimerait voir l'Union africaine sur d'autres fronts que celui de l'argent. On comprend que les commanditaires se sont saisis de la défaillance du Soudan du Sud pour l'écarter. Et encore écarter d'une coquille vide, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'Union africaine, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de conflits qui ont été résolus par l'apport de l'Union africaine. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, quand ces gens-là vont se retrouver, on vous joue la musique de Handel, de Beethoven, de Mozart, et vous comprenez que nous n'avons pas affaire à une union véritablement africaine. Nous l'avons vu au Burundi, lors de la passation de... On n'a entendu aucun son européen. C'était les tambours, les tam-tams. C'est ça l'Afrique. C'est le son qui a une résonance en chacun de nous. Mais lorsque vous prenez des fraternes qui se rencontrent, ils mangent des petits biscuits, comme dirait un ancien ministre camerounais,
on ne doit pas appeler cela Union africaine. Parce que depuis 1963, date de la création de l'OUA, on a compris que l'Occident ne voulait pas de l'unité africaine. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde le sait, on a créé 2 fronts qui se sont affrontés. Et c'est le côté qui disait non, nous devons aller étape par étape dans la suggestion, étape par étape dans la soumission, étape par étape dans l'asservissement. Donc, au Soudan, il faut comprendre quoi? Quel est le patron qui a donné l'ordre de suspension? Et pourquoi? Sachant bien que le pétrole, le prix du baril a baissé et que de toute manière, le Soudan du Sud, s'appuyant essentiellement sur ce pétrole, n'est pas en capacité de payer sa quote-part. En plus même de ce que Patriarche, c'est le dernier né des États de l'Union africaine. Donc je pense que le Soudan du Sud n'est indépendant que depuis 2011. Nous sommes en 2020, je dis ça fait 9 ans. On devrait quand même lui accorder des circonstances atténuantes. Effectivement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que ce sont des intérêts autres qu'africains qui gouverne l'Afrique. Ambroise Médard Manga, on parle justement de la capitale de Djouba et de ce côté désormais c'est suspendu pour le non-paiement de sa participation qui s'élève à pratiquement 9 millions de dollars. Nous sommes à près de 5 milliards de francs CFA et ça depuis... C'est entre autres dettes, hein, parce qu'il y a d'autres dettes qui s'ajoutent qui font au moins 30 millions de dollars la dette globale. C'est désormais cela, on dit c'est depuis 3 ans que ce pays n'a pas pensé à aller refaire sa santé financière dans la participation à l'Union africaine. Vous parlez du Soudan qui a des problèmes. Oui. Vous êtes sans ignorer que le Cameroun a failli être suspendu de l'Organisation mondiale de la santé pour non-paiement de cotisations. Le Cameroun a failli être suspendu. Voilà, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Je voudrais dire que je ne parle pas de l'Union, de cette histoire-là. Vous appelez si c'est Union africaine, si c'est quoi. Moi, journaliste, je ne parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans mon existence, je n'ai pas l'art de blaguer. Dans mon existence, j'ai l'art d'être sérieux. Et vous voyez un groupuscule de gens qui s'amassent dans une affaire qu'ils appellent Union africaine. Quand on crée l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963, comme le patriarche vient de le dire, les visionnaires voulaient que l'Afrique rivalise les autres continents qui lui dictaient la loi. Et c'est de ça qu'il était question. Et puis donc, comme je disais, un groupuscule a donc vu que merde. Je vais perdre mon poste de président pour être gouverneur, par exemple. Je vais perdre mes prérogatives de président de la République où je suis le roi pour aller être un sous-fif. L'Organisation de l'Unité africaine est morte en 2001. Et c'était au Cameroun. Et les voitures qu'on avait payées, que le gouvernement camerounais avait payées, on les cherche jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve pas la trace. Elles sont allées où? Il faut demander les gens du palais. J'ai regardé l'affaire là quand on a acheté ces véhicules pour l'Union africaine. C'était pour quoi faire? Les gens sont venus manger à Yaoundé, boire et rentrer sans qu'on ait des résultats positifs. C'est ça que je dis. Les gens sont venus se balader à Yaoundé comme ils vont à Addis Abeba, ils se baladent, ils se pavanent partout. Et vous parlez de quelle union? On suspend le Soudan. C'est du tourisme président. On suspend le Soudan qui a des problèmes. Au lieu de faire comme le Parlement, comme l'Union européenne, qui vont souvent au secours des États en difficulté. Oui. L'Union africaine ne parvient pas à résoudre le problème qui est sur le Soudan. Mais on le suspend parce qu'il faut aller verser les cotisations à l'Union africaine. Pour faire quoi? Pour donner, on dit, j'ai suivi qu'ils ont un parlement. L'Union africaine a ce qu'ils appellent parlement. C'est pour servir à quoi? Vous voyez, on prend l'argent des contribuables dans chaque État, des pauvres Bayamsalam, au Cameroun, au Niger, et tout, pour aller nourrir un groupuscule de personnes. L'Union africaine ne devrait pas, c'est-à-dire le travail que l'Union africaine devrait faire,
c'est d'aller résoudre le problème qu'il y a au Sud-Soudan et exploiter le pétrole qui est là pour permettre à ce pays de cotiser. Donc, j'ai suivi Willy qui a dit que les Nations Unies, est-ce qu'on va attendre toutes les Nations Unies? Alors qu'on a une organisation qui se dit forte sur le continent. C'est à cette... Bon, et où est donc la solidarité africaine? Quand on parle d'union, un pays plus nanti, comme le Cameroun, en matière d'argent, ou bien le Niger, le Nigeria, ou d'autres pays devaient voler au secours, aller prêter l'argent au Soudan du Sud. C'est ça l'union. Mais ça contente les autres. On a suspendu, et d'ailleurs le Soudan du Sud n'est pas le seul. On l'a envoyé à chaque fois, il y a plusieurs États qui ont été suspendus de cette affaire d'Union africaine. Je voudrais dire ici, nous sommes en Afrique. Et je voudrais interpeller les chefs d'État. Il y a 55 États qui sont dans cette affaire. Qu'aujourd'hui, il n'est plus question qu'on reste enraciné sur les fauteuils de royauté pour dire qu'on va faire l'union, on va parler de l'Union africaine. Il faut aujourd'hui, si on dit qu'on est unis, qu'on adopte une monnaie unique, ou bien alors une monnaie par région, pour faire bloc. L'Union africaine, c'est, vous voyez, j'ai dit, les gens vont aller, c'est des perdièmes de mission, les billets d'avion. Ce n'est que ça. Et ce sont les États, et ce sont les Bayam Salam, les motomanes qui paient cet argent. Il faut donc pour suite dire, bon, moi je suis Camerounais, j'invite le chef d'État camerounais à voler au secours du Soudan du Sud. Dans un moment, on a mangé. Trouver un peu d'argent pour alléger la cotisation. C'est la solidarité africaine. Valère Bertrand Bessala, ça c'est son opinion. Il peut demander au président de la République de voler au secours du Sud-Soudan et ça peut passer parce que nous sommes là dans une nation de 5 milliards. Ça peut quand même passer. Valère Bertrand, on dit que le Sud-Soudan est suspendu mais n'est pas écarté de l'Union africaine. Donc, ce n'est qu'un simple, pas qu'un simple petit problème d'argent, c'est ça le problème, c'est juste cela le problème, le fait que le Soudan n'a pas pu payer jusqu'ici ses redevances pour la cotisation. C'est la cotisation. Non, c'est des engagements. Ça ne compte pas dans le budget de l'Union. Dans le fonctionnement, en fait. Parce que j'allais dire même en cotisation, quand vous êtes dans les difficultés, on peut vous prêter un peu et vous arranger votre situation. En fait, voilà le donc, problème. dans le langage des organisations internationales, on appelle cela la contribution. Ce sont des contributions annuelles. Il faut savoir que les organisations internationales fonctionnent sous la Convention de Vienne, portant justement sur les organisations internationales de 1986. Et dans cette convention, de manière générale, elles vivent des contributions des différents États qui en fait en sont les créatrices. Donc, les créateurs, pardon, qui en sont les créateurs. Donc, de manière globale, vous pouvez donc observer que chaque organisation a son mode de fonctionnement à travers sa charte. C'est pour cela que l'Union africaine a ses statuts et son règlement qui prévoit effectivement que pour que les activités puissent suivre leur cours, il faudrait que chaque État qui a déposé ses instruments de ratification et d'adhésion à l'Union africaine puisse contribuer à la vie de cette entreprise ou de cette organisation à travers des financements. Et les montants sont fixés en fonction aussi parfois de la capacité. Je ne vais pas vous dire par exemple que le Gabon ne contribuera pas peut-être de la même façon que l'Égypte ou le Nigeria, ainsi de suite. Donc, mais de toutes les façons, il y a une contribution minimale que chaque État doit apporter pour le fonctionnement de cette structure. Cette structure qui doit justement œuvrer à ses missions sociales, à ses missions politiques, à ses missions économiques vis-à-vis de ces différents États-là et à travers les instruments qui sont encore d'autres institutions qui gravitent autour de l'Union africaine et qui en sont inféodées. Donc de manière globale, c'est cela. Donc il peut s'avérer donc qu'un État soit insolvable par rapport à ses contributions et qu'une procédure soit mise en place pour le sensibiliser. Donc il faut savoir que le fait qu'on vienne suspendre un État
sous la raison de sa défaillance vis-à-vis de ses contributions, en fait, n'est que l'aboutissement d'une procédure qui a déjà été engagée longtemps à l'avance. Parce que ce n'est pas du fait d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts que le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Fakir, va prendre la décision de suspendre le Soudan ou en quelconque autre pays. Donc, il faut savoir que ce qui est demandé au Soudan, c'est la contribution de 3 millions, à raison de 3 millions de dollars. Donc, nous sommes pratiquement à 1,5 milliard. Parce que si on dit vraiment c'est 3 millions de dollars, c'est 1,5 milliard. Maintenant, il faut savoir aussi que l'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique de l'Est avait déjà failli le faire il y a 2 ou 3 ans sur la base justement d'un reliquat ou alors d'une dette de 30 millions de dollars. Donc l'État soudanais, l'État du Soudan du Sud avait dû se débrouiller avec le ministère des Finances pour apporter une contribution de 3 millions de dollars, c'est-à-dire qu'en fait environ 10% de ce qui lui était demandé pour faire bonne figure. Et cela, cette décision a été rappliquée ou a été remballée. De manière globale, ça c'est le fait. Mais je crois que le problème est plus profond parce que le Soudan du Sud comme le Soudan ont généralement été dans ce genre de soucis. Vous savez aussi que la suspension d'un État au sein d'une organisation régionale peut ne pas avoir aussi une raison purement économique, il peut avoir une raison politique. Vous savez qu'il y a 2 Soudans. Nous parlons du Soudan du Sud aujourd'hui, mais le Soudan en lui-même, le Soudan principal, a justement fait l'objet, et même a fait l'objet aussi d'une suspension au sein de l'Union africaine, parce qu'effectivement, il ne voulait pas appliquer la directive sur le retour à l'autorité civile, à l'autorité civile au Soudan, parce qu'en fait, l'Union africaine avait instruit les autorités soudanaises, du moins la junte militaire qui dirige le Soudan depuis que Omar al-Béchir a été débarqué, de céder le pouvoir aux civils. Cela n'a pas été fait. L'Union africaine s'est vue obligée de suspendre le Soudan de toute activité au niveau en son sein. Mais cette suspension vise uniquement la participation aux différentes réunions et aux différentes activités de l'organisation. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a une solution politique sur place au Soudan du Sud, que l'Union africaine ne devra pas intervenir, elle pourra intervenir. Donc c'est juste cette participation-là. C'est des modalités diplomatiques de sanctions et de sensibilisation des États qui visent généralement à les amener à de meilleurs sentiments. De plus profondément encore, il faut savoir que la question sud-soudanaise et du Soudan pose un problème beaucoup plus profond qui est en fait celui de l'outil Possidetis Iuris, c'est-à-dire le principe de l'intangibilité des frontières. Parce que ceux-là, les États ou les puissants se sont assis sur une table en 1884 et ont décidé de saucissonner l'Afrique et chacun a pris sa part, comme on dit. Et donc, ils n'ont pas tenu compte des sensibilités communautaires. Par exemple, vous allez voir pour la sous-région, nous avons les Francs qui se retrouvent au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo, ainsi de suite. Ça fait que nous parlons la même langue sur au moins 3, 4 ou 5 pays. C'est assez difficile. C'est la même chose aussi dans cette région. Vous allez voir le Tchad, le Soudan, l'Égypte, ainsi de suite. On va par exemple vous ramener dans l'histoire. Si vous revenez même dans l'histoire en 1898 avec la révolte mahadiste. La révolte mahadiste, effectivement, qui vous montrait en fait un Soudan encore compact et unifié sous la domination turco-égyptienne et qui a été conquis plus tard par l'Angleterre, qui a décidé donc de saucissonner l'affaire et du fait maintenant de la modernité du XXIe siècle et des nouveaux intérêts des blocs capitalistes et communistes, ils ont encore décidé de marcher, de fouler aux pieds l'outil Possidetis, dont le principe de l'intangibilité des frontières hérité de la colonisation, que eux-mêmes ils avaient érigé. Ils ont décidé de fouler aux pieds ce principe-là en divisant encore une fois de plus le Soudan, qu'ils ont trouvé bizarrement et curieusement trop grand pour que les Africains puissent le diriger. On a donc décidé qu'il y aura un Soudan du Sud et il y aura un Soudan. Et il faut savoir que le problème financier est profond parce que le Soudan du Sud est celui qui a hérité en fait du sous-sol riche. Et avec la complicité des Américains, ils ont décidé donc d'envoyer toutes les richesses de ce côté-là. C'est pour ça que vous voyez que le pétrole et tout ça sont sous le contrôle des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, qui sont pilotés en arrière-plan par les États-Unis. Le Soudan lui-même, de Omar el-Béchir, même s'il n'est plus là, est resté très pauvre parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent là-bas. C'est un Soudan essentiellement agricole. C'est le blé, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme activité agricole, mais qui ne permettent plus vraiment au Soudan de tenir la masse salariale, de tenir ses engagements
à l'interne, de tenir ses engagements à l'international. D'où la crise que vous voyez dans ce Soudan-là. Parce qu'en fait, il est question pour ce pays qui n'avait pas été préparé à cette scission, à se voir séparé de la partie la plus juteuse de son territoire. Il est question pour ce pays de se redéployer économiquement et sur le plan stratégique afin de trouver de nouvelles ressources pour pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà les deux grands problèmes que rencontre ce Soudan. Et pour le Soudan du Sud, le problème majeur est donc celui selon lequel il n'était pas aussi préparé à gérer autant de biens, autant de ressources, et avec les appétits démesurés des puissances occidentales qui ont la même mise sur ce Soudan du Sud, on a donc comme l'impression que ces pays occidentaux puissants se jouent donc de la faiblesse de ce pays-là à pouvoir tenir les cordes de ces richesses pour pouvoir le garder divisé et impuissant. Merci. Bonjour, Monsieur Fangono. Redonnez-nous l'envie de vous suivre à 10h. Cherchez d'autres débatteurs pour accompagner Monsieur Valère et CAC. Je n'ai rien contre les autres, mais il faut du répondant afin que votre émission devienne de plus en plus meilleure. Misage de Berthois nous écrit une fois de plus ce matin. Merci. Vous êtes invité à nous remplacer. Bonjour, Info TV. Il n'a pas avalé. Mathias Biwa ici. Non, ils sont invités, qui viennent prendre notre place. Bonjour. C'est la lecture des messages. C'est juste la lecture des messages. Il fallait ajouter cela. C'est une opinion. Le directeur général de la CNPS a raison, mais maintenant pour les autres hôpitaux, les familles ont actuellement des problèmes pour accéder à l'hôpital, soit qu'on refuse les lits aux malades graves, soit qu'on ne veut pas accueillir les corps à des morgues en prétextant le Covid-19 sans examen préalable. On doit faire comment? Condoléances à vous, Monsieur Fangono, merci. C'est Charles qui nous écrit depuis Biémassi. Alors, Patrice Bilois, ici, justement, non, c'est le cas qui oui, mais la question que je pose maintenant, c'est l'Union africaine, oui, on voudrait bien comprendre que c'est parce que le Sud-Soudan n'a pas complètement participer pour ce qui est des finances, mais l'Union africaine, en vrai, le disait encore en d'autres termes, Ambroise Médard Manga, devrait jouer notre rôle au profit des États africains. Oui, mais j'ai apprécié le déroulé de Valère qui nous brosse sommairement la situation dans laquelle le Soudan du Sud est actuellement. Et c'est même d'ailleurs sur cela que je voudrais rebondir, parce qu'il faut dire aussi que je rappelle à Valère, d'ailleurs il le sait, actuellement la mise à l'écart du Soudan du Sud de l'Union africaine la prédispose même à une non-ingérence dans ces affaires de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a des situations sur le plan diplomatique actuellement pour lesquelles l'Union africaine ne peut pas s'engager. Ça, il faudrait déjà qu'on le sache. Il y a des situations pour les... Par exemple, actuellement... Il y a des situations diplomatiques en Afrique non, au Soudan du Sud, qui n'engagent pas l'Union africaine. Parce que, vous savez, ces cotisations dont il parle, c'est ça qui permet de faire fonctionner l'organisation. Donc, c'est comme dans une réunion. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous ne bénéficiez pas de tous les privilèges dont bénéficient les membres de la réunion. C'est-à-dire que de la dite association, si aujourd'hui vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous perdez un parent, ben écoutez, vous n'allez pas bénéficier d'une assistance. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais sauf que, et c'est pour ça que je me réjouis du déroulé de Valère, parce que moi je m'attendrais à ce que l'Union africaine joue un autre rôle auprès du Soudan du Sud que celui auquel jouent les puissances occidentales, parce qu'il a parlé de l'appétit des puissances occidentales. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est même pour cela que les puissances occidentales, parmi lesquelles les États-Unis, qui, ça il faut le dire, s'abreuvent énormément du Soudan du Sud, ont poussé le Soudan du Sud à faire sécession avec le Soudan du Nord. Parce que au Soudan du Nord, soit dit en passant, on avait quelqu'un qui était vraiment l'homme à battre pour les États-Unis, Omar el-Béchir. D'ailleurs, pour lequel les Américains ont milité pour une déchéance. Dieu seul sait de quelle façon ils se sont impliqués dans sa déchéance. Donc, je pense que l'Union africaine, aujourd'hui, sachant mieux que nous ici, l'histoire du Sud-Soudan devrait, au lieu de lui taper sur les doigts, l'accompagner au maximum. Et Médard disait ça. Ambroise Médard disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas quand même demander à un pays qui a de la peine à se nourrir, qui a de la peine dans lequel on a de la peine à vivre en paix, à honorer de ses cotisations, puisqu'ils ne peuvent même pas profiter des rentes
du pétrole, parce que pour l'instant, l'exploitation du pétrole sud-soudanais n'est pas les Occidentaux. Ce n'est pas les autorités sud-soudanaises qui exploitent le pétrole, parce que le Sud-Soudan, c'est un pays particulier, en raison de la situation qu'il traverse actuellement. Et ça, l'Union africaine le sait. Donc moi, j'en appelle à un peu de clémence quand même, parce que vraiment, les gars, ils ont faim, pour ne pas être péjoratif, ils ont faim, ils passent vraiment par des moments difficiles. On peut pas... Il faut qu'on laisse aussi les diplomates soudanais manger un peu de biscuits de l'Union africaine. Ah oui, cette même question revient, Patrice Huloa, ici. On a cette grande association qui est l'Union africaine pour les Africains, mais qui, ma foi, nous laisse un peu perplexes du fait que nous n'avons pas véritablement l'impression que c'est utile pour l'Africain. Parce que là, on réclame la participation au Sud-Soudan. Seulement 3 ans, il a fallu, et le voici suspendu du fait de n'avoir pas justement contribué. Bon, l'Union africaine, c'est une association de touristes. Il est tout à fait normal qu'on ne puisse résoudre aucun problème. Parce que la Guinée équatoriale avait eu un problème, et aidée par les États-Unis, évidemment, contre le pétrole équato-guinéen. Vous savez ce qu'on a donné, la quote-part qu'on a donnée à la Guinée, et c'est partout pareil, 10% de votre pétrole. Alors, dans ces conditions-là, heureusement, la Guinée équatoriale n'est pas très peuplée. Le président équato-guinéen a pu, avec les 10%, lancer un certain développement de la Guinée équatoriale. Et lorsqu'on va au Soudan du Sud, ce n'est pas pour les beaux yeux de ces gens-là. Ce n'est pas pour les... Même si on oppose les Arabes aux autres ethnies, c'est pour que le chaos permette aux grandes puissances de se servir tranquillement. Et c'est ce qui arrive là-bas. Le pétrole sud-soudanais, il faudrait savoir, on va faire des recherches, quelle est la quote-part qu'on a laissée aux responsables soudanais. Très peu, Patriarche, très peu, ça je peux vous le dire, très peu. Mais c'est la technique, c'est le mode opératoire habituel. J'ai pris l'exemple de la Guinée équatoriale pour me faire comprendre que vous êtes propriétaire du pétrole. Les gens viennent exploiter et ne vous donnent que 10%. Et peut-être au Sud-Soudan, c'est même moins. Donc, l'Union des touristes africains devrait s'occuper de ces choses-là. L'Union européenne a une structure. L'Union européenne a une armée. C'est l'OTAN. Vous allez pour faire des discours et puis se passer des petits biscuits, comme je dis, entre fraternes. Ce n'est pas une Union africaine. Une véritable Union africaine devrait s'occuper des intérêts de l'Afrique. Et ce n'est pas le cas pour le moment, parce que l'Union africaine n'a aucun moyen pour s'occuper FED. L'Union africaine n'a aucun moyen de s'occuper des intérêts africains. Et c'est pour cela que, au lieu, si l'Union africaine avait été une véritable organisation, elle se serait battue pour qu'il n'y ait pas de scission. Oui, mais on a accepté cette scission qui profite aux autres, mais pas aux Soudanais, pas à l'Afrique. Alors, à ce moment-là, votre histoire de sanctions, parce que la cotisation n'a pas été faite, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de la gnognotte. De la gnognotte pour un pays qui compte pratiquement 12 millions d'habitants. Ah, c'est ça qui est mal en fait, quand même. Hein? Pardon, excusez-moi, Patriarche. Non, mais d'ailleurs, lui ne veut pas parler de l'Union africaine. Mais je dis simplement une chose. C'est pas ce qu'il vous a dit. Non, il a dit qu'il ne parle pas de lui. C'est pas ça, c'est ce qu'il a dit. Non, la situation est davantage parce que je ne sais pas si on a suivi les analyses de Valère Bertrand. Je crois que quand on a suivi le déroulé de Valère Bertrand, on devrait comprendre l'urgence pour l'Union africaine de venir en aide à ce pays. Parce que là, vous parlez de 12 millions. C'est 12 millions de citoyens africains qui vivent dans quelles conditions? Qui vivent dans une précarité énorme. Mais pourtant, un pays riche. D'une densité de 20 habitants au kilomètre. Est-ce que vous savez que même les frontières... C'est pas possible. Puisque votre union de touristes est alimentée par l'Union européenne.
Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez dans ce que Valère expliquait, il y a même un problème dans les frontières du Sud-Soudan. Valère expliquait tout à l'heure, même les frontières du Sud-Soudan aujourd'hui posent un problème. C'est-à-dire que le Soudan n'a même pas seulement le problème avec lui-même. C'est-à-dire qu'avec ce président et ce vice-président, mais même avec certains de ses voisins, dont l'Égypte, il faut savoir que le Sud-Soudan, tout comme le Soudan du Nord, fait partie de ces pays qui ont une proximité avec le Nil et qui actuellement sont dans un combat qui engage et l'Éthiopie et l'Égypte. Donc je pense, excuse-moi Ambroise Médard, qu'il y a véritablement urgence pour l'Union africaine de venir en aide à ces 12 millions de nos frères sud-soudanais. Médard, s'il te plaît. Vous avez un problème avec Médard finalement aujourd'hui. Je dis, le secours qui va être apporté au Soudan du Sud sera pris de quel argent? C'est lui que donne l'Union européenne ou bien les cotisations purement africaines? Les cotisations africaines, c'est de ça que vous voulez parler, j'imagine. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour le plateau, je ne verserai pas une larme de crocodile pour ce non-État appelé Sud-Soudan. Au Soudan du Sud, ils n'ont qu'à faire appel à leur libérateur d'hier qui fonctionne sur son sol en contrepartie des armes et de l'indépendance donnée. Ça doit parler à nos frères ambazoniens. Tony de Soie nous écrit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Le message est un peu long. Bon retour à vous, Monsieur Fangon, merci. Je vous présente mes condoléances tardives pour le décès de votre mère. Concernant le thème, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Kak. La situation économique du Soudan du Sud laisse vraiment à désirer et l'Union africaine devrait les soutenir d'une certaine manière. Là, au moins, je suivrai pour la première fois, je pense, des échos favorables de cette organisation vis-à-vis de l'Afrique. Barbara de Nkolndongo, c'est elle qui nous a écrit. C'est vrai qu'à la suite, je n'ai pratiquement plus compris. Bonjour, que peut faire l'Union africaine quand elle est financée à 80% par l'Union européenne? Je pense qu'il faille commencer à amener les États à financer cette organisation, que les fonds viennent véritablement de nos propres pays. Il est inadmissible que d'autres cotisent et d'autres pas. C'est Alain Mbella qui nous écrit. Ambroise Médard. Oui, effectivement, c'est pas normal que d'autres États cotisent et que le Sud-Soudan vienne sur la table du partage du gâteau. Vous ne pouvez pas accepter, Willy a pris un exemple terre à terre, que lorsque vous êtes dans une association de quartier, c'est les cotisations des membres qui font vivre. On appelle ça vulgairement le secours, caisse d'épargne. On est là dans une situation très importante. Et je vous ai rappelé à tous les téléspectateurs qui nous regardent que en venant ici, c'est pour édifier. On ne vient pas pour une aventure quelconque. Ah oui? Parce qu'ils arrivent à dire des choses, des énormités qui n'ont pas de sens. Mais nous sommes en studio, c'est une opinion. Gardez le sens. Oui, c'est une opinion. Alors, aujourd'hui, on vous a dit que l'Union africaine, moi je l'ai dit, ce n'est pas une union, c'est juste un mouvement créé comme je l'ai défini au préalable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une question pratique qu'il faut résoudre. Le Soudan du Sud a des problèmes. Si ce groupuscule de personnes qui est à Addis Abeba pour parler je ne sais quoi, devrait donc se pencher sur la question du Sud-Soudan, qui n'a pas cotisé. Trouver les raisons pour lesquelles le Sud-Soudan n'a pas pu honorer ses engagements. Quelqu'un a dit que c'est depuis 2011 que le Sud-Soudan est indépendant. Est indépendant. Et vous voyez, ce n'est que 9 ans. En 9 ans, il y a la guerre qui sévit sur le territoire sud-soudanais. Et donc, la question principale qui devait être posée sur la table des débats prend prétexte sur la non-cotisation du Sud-Soudan. Et là, on verrait l'efficacité de l'Union africaine à gérer certains problèmes au sein du continent.
lorsque les gens arrivent, vous humiliez un pays, ils auraient tout au moins assisté, les permettre d'assister, et puis les rappeler à l'ordre. Vous avez vu, les gens ont pris l'avion du Sud-Soudan pour Addis Abeba pour assister à cette réunion. On arrive et d'une manière villageoise, d'une manière quartiésarde, on dit vous n'êtes pas appelé à prendre part au débat. Je dis non. Quand on est amis, on dit bon, quand on est dans le mouvement, moi je vois ça dans les associations de quartier. Quand quelqu'un a dit, il est éprouvé, et que la mensualité, la cotisation, les gens qui font les cotisations là, on compatit, on prend l'argent dans les caisses pour compléter, dire que quand il va gérer... on peut même faire comme on appelle la main levée. Moi levée. je vois ça, la main levée. Et je dis aux téléspectateurs que nous venons ici avec des mots terre à terre pour permettre à tout un chacun de pouvoir nous piger. Bon, en même temps, ils ne sont pas aussi idiots. Merci. Non, je dis... Ok. Nous sommes en train de... Merci pour la conclusion. La conclusion est la suivante. Lorsque, en 1963, comme je l'ai dit, le président Nkrumah voulait déconstruire les conséquences de la conférence de Berlin 1884, les Africains n'ont pas voulu. Alors, jusqu'à date, on est parti de l'OEA à ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a rien dedans. Donc, il ne faut rien en attendre. C'est clair, et Kak vient de souligner que votre Union africaine, que moi j'appelle l'Union des touristes, est financée à 80% par l'Union européenne. Et vous pensez que nous pouvons obtenir quel résultat avec cette posture-là? Donc, le problème du Soudan, ils vont se débrouiller. Bonjour, salutations particulières à mon vieil ami Valère Bessala. Le Sud-Soudan est suspendu. L'Union africaine ne sanctionne-t-elle pas sa propre impuissance à favoriser l'unité, la sécurité et la... La question reste posée, c'est celle signée par le docteur Emmanuel Atangana. Valère Bertrand Bessala, conclusion. Oui, moi je veux dire que la situation, j'ai suivi mes compagnonnismes, je dis que j'ai commencé dans mon propos. Un État, un de ses membres pour une affaire d'1,5 milliard. Il faut le savoir parce que ce sont des organisations qui ont des informations sur chacun de leurs États. Alors on peut se rendre par exemple compte, et vous avez pris l'exemple de Nonjangui, c'est-à-dire que voilà monsieur pour qui on a cotisé, il a bouffé comme on dit, il a bouffé la cotisation. Mais on sait qu'il construit des châteaux à gauche, à droite, et quand son tour de contribuer arrive, il ne contribue pas. On comprend que c'est la mauvaise foi. Donc ce n'est pas parce que l'Union africaine veut absolument faire du mal au Soudan du Sud ou parce que c'est une affaire d'1,5 milliard. L'Union africaine n'est pas 1,5 milliard près. C'est parce que certainement il y a des faits de mauvaise volonté en dessous, c'est-à-dire d'abus même de confiance. Parce qu'on se rend compte quand même que, tenez-vous tranquille, le Soudan du Sud, c'est au moins 85% des extractions pétrolières de tout le Soudan. C'est-à-dire que 85% du pétrole soudanais sortent du Soudan du Sud. Et jusqu'après leur indépendance, le 9 juillet 2011, les 85% sont pompés pour la raffinerie de Khartoum, qui se trouve à 70 km au nord du Soudan du Sud. Et le Soudan du Sud a décidé, parce qu'en fait, il faut se rendre totalement indépendant du Soudan, qui est au nord, de pouvoir pomper son pétrole plutôt à 240 km vers le Kenya, notamment au niveau de la raffinerie de Mombasa. Donc voilà des grandes problématiques. Il faut savoir que l'Union africaine a une dent aussi contre le Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud ne veut pas acter pour la résolution définitive du conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud. Vous savez que, par exemple, la question du Nil bleu se pose encore entre le Soudan et le Soudan du Sud. Il y a encore la question du Kordofan du Sud-Soudan qui se pose encore. Il y a même encore la question de la presqu'île d'Ilemi qui est encore sous l'autorité du Kenya, qui revendique lui aussi plus de 50% de ce territoire-là. Donc il y a encore la question frontalière qui se pose à ce niveau. Sans compter que sur le plan même politique... Alors est-ce que c'est ça la solution, hein? Je pense qu'à ce niveau, l'Union africaine devrait donc jouer le régulateur. Non, il faut comprendre que ce genre de mesures participe plutôt d'un ensemble de mesures de pression que l'on met sur un État. Ça peut être un prétexte
c'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas contribué à l'avancement ou au fonctionnement de la structure, on procède par un prétexte pour pouvoir vous, pour forcer la main à avancer sur la table de négociation sur des dossiers plus brûlants, notamment des dossiers politiques, des dossiers stratégiques. Parce qu'il faut savoir qu'à ce jour, le Soudan du Sud cause énormément de problèmes en Afrique et l'Union africaine craint, dans le cadre même de son agenda 2063, que le cas Soudan du Sud soit un cas qui fasse école pour la division et la séquenciation même encore de beaucoup d'autres territoires par les Blancs, notamment les Américains, qui veulent absolument faire mettre une main sur beaucoup de pays africains et remettre en cause le 1984 ou 1884, où les États européens s'étaient retrouvés pour diviser l'Afrique alors que les États-Unis étaient absents. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Afrique aujourd'hui fait l'objet des convoitises des États-Unis parce qu'ils ont été absents en 1884 pendant le partage du gâteau, si vous aimez tellement ce terme, et veulent absolument revenir sur ce partage-là. Et tous les moyens sont bons pour remettre en cause le principe uti possidetis iuris, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières qui a été sacralisée dans la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que toutes les frontières qui avaient été héritées et arrêtées en 1884 ne devraient plus être touchées par aucun autre État. Et les États-Unis disent non, nous ne reconnaissons pas ce principe. Nous allons autant que faire se peut, et chaque fois que l'occasion nous sera présentée, remettre en cause ces frontières et créer des États qui nous soient adoubés et qui soient sous notre autorité. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Juste une question, je voudrais des réponses à celle-ci. Les Libyens d'aujourd'hui vivent-ils mieux qu'avant 2011? Le Sud-Soudan vit-il mieux qu'il y a 9 ans? Le Camerounais vivra-t-il mieux si notre pays se divise? S'il vous plaît, éduquez les Africains. Yaoundé nous écrit ce matin. Bonjour Thibaut Itoa depuis Brazzaville. Je trouve que cette décision est non fondée, en ce sens où aujourd'hui l'Union africaine est devenue une association des chefs d'État qui réfléchissent sur leur sort. Donc pour moi, cotiser ou non, c'est juste une question de blue. Merci pour votre participation. Willy Kak, en quelques secondes. Oui, je suis de l'avis de Thibaut. Hein. Moi, je pense qu'il y a des décisions parfois. Vous savez, quand vous voulez amener un enfant à comprendre quelque chose, même la façon avec laquelle vous lui passez le message est importante. Parce que si vous voulez corriger votre enfant et vous le mettez hors de la maison en période de pluie, c'est-à-dire sous la pluie, j'ai bien peur que la connexion là, ne l'aide pas vraiment à changer. Donc je pense qu'il y aurait, à mon avis, meilleure manière de faire pression sur le Soudan du Sud que de l'écarter de l'Union africaine, parce qu'on parle quand même de l'Union. On n'exclut pas dans une union. On sanctionne, mais on n'exclut pas. Merci. Alors, merci à vous, Ambroise Médard Manga. Vous avez une autre obligation, ça veut dire que vous ne serez pas les nôtres à 10h. Tout à fait, je serai là jeudi, pour édifier les Camerounais. Patrice, je vous dis à demain. Oui, absolument. Si on ne demande pas les roues, les boulons de ces roues, ça ne se fera pas. Au nom de Dieu. Patriarche. Oui, au nom du vrai Dieu. Merci pour votre disponibilité. Merci à Jean-Nic là, à Janvier Désiré Kenge. Je n'oublie pas Bichebi. C'est son nom qui m'échappe toujours, hein, parce qu'il y a 2 billards, il y a 2 Dauphines, parce qu'il est blanc, le seul blanc de la maison d'ailleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour la fidélité. Disons-nous à demain quand il sera à 10h. Merci. À Emana. À Indama. Voilà. Les blancs n'existent pas. Moi, je n'ai jamais vu de blanc. Voici la couleur blanche. Bye bye.